Au Maroc, le suicide a tout le temps fait partie des tabous. On n'osait même pas en parler et l'on en dissimulait les cas. Prohibé par la religion, l'acte est aussi répréhensible par les coutumes de la société marocaine. Cependant, ces dernières années, quelques cas de suicide ont choqué l'opinion publique, mais ont aussi permis d'ouvrir le débat sur le suicide. Pour avoir plus de réponses sur ce sujet, nous avons rencontré l'association Sourire de Reda, qui, à travers ses fondateurs et son comité de jeunes, fait un travail d'écoute et de prévention auprès des jeunes. On pense à s'enlever la vie. On peut penser à s'enlever la vie quand on arrive à un degré de souffrance intolérable. Quand à la limite, on ne se sent même plus vivre. Même si on est vivant, la souffrance nous a complètement envahi, et envahi nos pensées, envahi notre corps, envahi notre être. Et avoir envie de mourir, c'est avoir envie de se sentir encore vivant. C'est un peu paradoxal, mais c'est un peu ça le suicide. C'est une souffrance intolérable et ne plus voir d'issue, ne plus voir comment continuer à vivre autrement qu'en sautant la vie. Bon, à entendre parler comme ça, on pourrait croire que tout le monde peut passer à l'acte, peut se suicider ou peut penser au suicide. On souffre tous à partir du moment où on est vivant, à partir du moment où on est un être humain. On a tous des épreuves. Alors maintenant, la question à se poser, c'est à quel moment est-ce que cette souffrance peut devenir dangereuse pour nous-mêmes ou dangereuse pour l'autre? Parce qu'évidemment, dangereuse pour nous-mêmes, c'est tout ce qui est des cas de scarification, trouble du comportement, et j'en passe, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et pour l'autre, c'est les cas de harcèlement et à l'extrême de crime. Donc à quel moment est-ce que cette souffrance que l'on ressent est à prendre en considération comme pouvant être dangereuse? Et c'est là qu'il y a trois paramètres essentiels pour commencer à repérer une souffrance qui risque de basculer vers un drame. En fait, une personne, elle se suicide quand la souffrance, elle devient non seulement intense, mais elle devient très fréquente. Elle commence à souffrir plus souvent, plus longtemps, et ça devient plus fort. Et donc, on va dire que ces trois combinés font qu'une personne passe à l'acte quand une petite souffrance vient dans sa vie, on va dire, ce qui fait déborder le vase. C'est vrai que ça va être difficile à entendre, mais c'est important de l'entendre. Le suicide peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel âge, quelle que soit notre condition sociale, quel que soit le vécu que nous avons, d'accord ? Et de l'entendre comme quelque chose qui, par contre, pour lequel on peut faire de la prévention, que l'on peut éviter. Bien entendu, à part le fait qu'il y a des personnes, enfin que cela peut arriver à n'importe qui, n'importe quel âge, il y a quand même des situations, des profils, pas des profils, des situations qui vont être prédisposantes, qui vont faire, entre guillemets, comme si ça peut être plus à risque qu'une personne qui a une vie, entre guillemets, qui est un long fleuve tranquille. Ces situations sont assez connues de tous, mais on va quand même peut-être les répéter. Elles ne sont pas exhaustives, mais elles sont déjà les plus fréquentes. Alors il y a des situations qui favorisent la souffrance du jeune qui peut le pousser au suicide, notamment les problèmes scolaires, que ce soit par rapport à l'intégration, par exemple le harcèlement, c'est ça, ou par rapport à l'adaptation et aussi la pression scolaire, par exemple par rapport aux notes et des profs ou des parents qui mettent la pression aux enfants. Et il y a aussi par exemple les situations personnelles, des situations par exemple des expériences qui ont pu être traumatisantes, comme par exemple des abus sexuels, des viols ou autres, ou ça peut aussi être une personne qui souffre d'une maladie, ça peut être une maladie mentale ou cérébrale, ça peut aussi être un cancer ou autre. Et aussi, ça peut tout simplement être une personne qui a une faible estime d'elle, de soi, qui est due notamment aux autres, au regard de l'autre, qui a peur du regard de l'autre. Et ça peut être également dû au questionnement personnel par rapport à son identité sexuelle, qui est une question que beaucoup de jeunes se posent aujourd'hui. إذا داخل الوسط العائلي كاينين مثلا الوفاة ديال أحد الآباء والأبناء كيكونوا باقين صغار أو لا الإدمان على المخدرات والتعاطي المخدرات والكحول وإهمال ديال الآباء للأبناء ديالهم.
Donc il peut y avoir des situations prédisposantes à une souffrance extrême pour un jeune. Et il ne faut pas oublier que cette situation n'est pas vécue de la même manière par n'importe quel jeune. Certains ont une capacité de résilience et une force en eux avec des ressources extraordinaires qui vont faire que, sans empêcher qu'ils souffrent, ils vont pouvoir passer au travers de la vie, puis construire leur identité et leur vie. Et puis il y en a d'autres qui, pour des situations parfois moindres que celles qui sont exposées, vont flancher, vont se décourager et vont perdre leur confiance en la vie, tout simplement. Alors, il y a un moment important qui fait que ce basculement se fait. Il ne se fait pas par hasard, il se fait avec ce qu'on appelle les facteurs déclenchants. Donc, la souffrance est là, la situation de prédisposition et de souffrance est là. Dans certains cas, il y a des éléments bien précis. Et puis, il y a ce qu'on appelle l'étincelle dans notre jargon. C'est ce facteur déclencheur. Alors, ça peut être justement dans le cadre du harcèlement, une situation de harcèlement ou de raquette très précise qui est arrivée à son comble. Ça peut être un deuil, la perte d'un parent ou d'une amie. Ça peut être une rupture amoureuse d'un enfant ou un jeune, disons, qui apprend qu'il est largué par son ami. Ça peut être un divorce où le jeune est pris et déplacé dans un autre contexte familial. Ça peut être l'accessibilité à un moment de vulnérabilité à des moyens comme la drogue, comme des lames, des médicaments, des choses comme ça qui vont sur un coup d'impulsivité qui est particulièrement propre à l'adolescent, qui vont faire qu'il va passer à l'acte. Mais évidemment, ces facteurs-là ou ces éléments dont je parle ne sont pas listés dans leur totalité. C'est simplement pour donner une idée de ce qu'est une situation de difficulté, une situation de facteurs prédisposants. Ensuite, des facteurs déclencheurs d'une crise suicidaire. À la fin de l'année, ça peut être aussi un des éléments déclencheurs d'un passage à l'acte, d'une tentative de suicide. C'est quand un jeune doit redoubler, a échoué dans son année scolaire. Et aussi quand on lui fait la proposition d'un cursus, comment on va dire, d'une orientation scolaire qui ne lui convient pas à lui, ou qui ne convient pas non plus à ses parents. Ce sont des situations qui malheureusement aujourd'hui sont de plus en plus fréquentes et déclenchent de plus en plus de crises chez les jeunes. إن شخص كيبدا يفكر في الانتحار في أكثر ديال الأحياء قبل كيبدا كيقولها بطريقة ولا أخرى بأنه بغى ينتحر، إما بطريقة كتكون ديريكت بحال دابا كيقول صافي أنا عييت أنا بغيت ننتحر، ولا بطريقة كتكون انديريكت بحال دابا كيقول صافي أنا غدا كلشي غيكون فرحان كلشي غيتهنى مني، بحال هكا بطريقة من الطرق. وخاصكم تعرفوا بلي 80% من هادوك اللي فكروا في الانتحار بينوا على انهم باغيين ينتحروا بشكل من الاشكال. هذا بمعناته بان الواحد منين يهضر على الانتحار ما خاص نقولوا هذا غير كيضحك ولا كيهضر غير هكا، خص بصح نتبعوا ليه ونشوفوا شنو هما المشاكل اللي عنده. دونك كاينين شي حوايج اللي كيبانوا عند الشباب اللي خصنا نردوا لهم البال، بحال مثلا القله في النعاس، يقدر يكون كينعس بزاف ولا ما كينعسش كاع، والماكله كيقدر ياكل بزاف اولا ما ياكلش بزاف كاع، وكاين عاوتاني الناس اللي كيقطعوا راسهم ولا كيضربوا راسهم بلي غازواغ ايتو. وخاصكم تلاحظوا ايضا ملي الشاب كيبدا يقول بلي كيضرني راسي كضرني كلشي ولا كنحس بالعيا بزاف، ملي كيقولوهم بزاف كيعني بلي كاين شي مشكل. ولكن الواحد خصو يرد بال ايضا من تيكون بحال دابا الواحد كتبدا تبدل ليه الشخصيه ديالو، كيكون بحال دابا هو كان قبل شخص كيهضر بزاف مع الناس دائما فرحان، ولا دابا دائما كيسد عليه ما بقاش كيهضر بزاف، دائما كيبكي ولا دائما كيبقى في قنت بوحديتو. وكاينين ايضا شي وحدين اللي كيبداو يهربوا على الدار، وتا هذا شي حاجه خصنا نبداو نردوا لها البال. وكاين بحال دابا الا كان شي واحد هو كان قبل في المدرسه كيقرا وكيديها كيديها في الاستاذ، ودابا ولا في المدرسه دائما ما كيبقاش كيجي ولا ما بقاش ولا النقاط ديالو كيهبطوا بزاف. Ce sont des signes que l'on aura beaucoup de facilité à voir chez des jeunes, chez des adolescents, des enfants en croissance. Donc il est évident qu'il ne faut pas commencer à s'alerter pour chaque signe que l'on aura repéré de cette manière-là.
Là où il est nécessaire de s'inquiéter et de rencontrer des gens, en parler, c'est quand il y a le cumul de beaucoup de ces signes-là. Un signe, une symptomatique physique, un comportement qui est radicalement changé, on va dire au moins une bonne dizaine de signes qui correspondent à ceux qui ont été exposés. Alors, ce qu'il ne faut absolument pas dire à une personne qui parle de suicide, c'est par exemple arrête d'en parler, arrête d'y penser. Ou bien tu dis n'importe quoi. Ça va passer, tu ça. Tu vas faire du sport. T'as pas raison de te plaindre. شوف لي ما قل منك الحمد لله عندك كل شيء. Tu veux te suicider? J'en suis sûre que tu n'es pas capable. Pense à ta famille, غتحشم بينا. La première chose, c'est déjà de ne pas avoir peur. Un jeune qui vous dit qu'il pense au suicide, ou une fois que vous avez repéré un jeune qui pourrait penser au suicide, vous êtes déjà en train de l'aider. C'est déjà énorme, parce que déjà, c'est toute sa souffrance qui est entendue. Maintenant, ce qu'il reste à faire, c'est accuser réception de cet appel à l'aide qu'il vous a envoyé. Et pour cela, il est important de le dire soit verbalement, soit par un geste, soit par un regard de grande empathie envers lui. Mais en tout cas, il faut le lui dire. Lui dire, écoute, j'ai bien entendu que tu vas mal. J'ai bien entendu que tu attends mon aide. La deuxième chose, si l'on peut le dire, et si on peut le faire, c'est de lui poser directement la question, tout en étant évidemment dans une forme de bienveillance autour de ça, c'est de lui dire, est-ce que tu penses au suicide? Est-ce que tu penses à finir avec ta vie? Alors, contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas une question qui va l'encourager, mais qui va au contraire le contenir. Il va se dire, si cette personne est capable d'entendre que je souffre au point de vouloir mourir, ça veut dire que quelque part, je ne suis plus tout seul. Donc, le dire, c'est le sauver d'une certaine manière. ملي كتبغي تعاون شي واحد حاول ما امكن انك ما ديرش شي حوايج مثلا تحكم عليه اولا تعطيه دروس تعطيه بزاف ديال النصائح اولا الحلول وما تحاولش انك تصغر المشكل ديالو وما تطرحش عليه بزاف ديال الاسئله وفي نفس الوقت حاول انك تعطيه فرصه فاش يهضر هو اكثر من انت كتهضر. De manière assez générale, un jeune qui ne va pas bien, qu'est-ce qui arrive? Dans quelle situation est-ce que l'on peut se retrouver pour venir en aide à un jeune? Alors, la première situation, c'est que si le jeune arrive vers vous et parle directement de suicide. Alors, arrive vers vous, vous vous retrouvez dans une situation, dans une cour d'école, dans une classe, ou vous entendez comme ça dans un groupe, il parle de suicide. De manière, comme on a dit, ça peut être de manière très différente. Demain, de toute façon, moi demain c'est bon, j'ai programmé, etc. Donc sans entrer dans le détail de la nature elle-même du message. Si vous avez ce message-là, vous allez vers lui, si ce n'est pas directement vers vous, et vous pouvez dire à ce moment-là simplement, écoute, tu as mal au point de penser à mourir, ou quelque chose de ce genre-là. L'essentiel, c'est simplement de lui dire, ok, j'ai bien entendu que tu avais très mal et que la souffrance était tellement terrible que tu penses à mourir. Mais mourir n'est peut-être pas la solution, même si c'est celle à laquelle tu penses maintenant, parce que c'est difficile. Ensuite, l'autre cas de figure, c'est une personne où vous lisez bien qui a énormément de symptômes qui montrent bien qu'elle est dans une souffrance terrible. Et vous vous doutez, en tout cas vous vous inquiétez, et c'est largement suffisant si simplement vous vous inquiétez pour elle quant à sa vie. Essayez d'aller vers elle et de lui dire simplement, encore une fois, je m'inquiète pour toi, j'ai l'impression que ça va mal, je voudrais que tu saches que je suis là, et est-ce que tu veux qu'on en parle? Après, en général, souvent, le jeune va tout doucement prendre confiance. Ça peut ne pas se passer, à ce moment-là, bon, on en parlera. Essayer de toucher ses amis, les gens qui sont à côté de lui, pour prévenir son environnement que ça ne va pas. Alors supposons que ça connecte avec ce jeune et qu'il vous dit, une fois qu'il a parlé de sa souffrance, qu'il vous dit que finalement, ah oui, il pense au suicide, en plus du reste. C'est pareil, vous lui dites que ce n'est peut-être pas la seule solution, que c'est très difficile, que la pensée suicidaire peut être là, mais que passer à l'acte, il y a d'autres choses à faire avant, il y a d'autres ressources, d'autres choses à essayer, et que vous allez voir avec lui ou voir avec
on va dire, des ressources qui sont autour de lui pour pouvoir traverser la phase. Dans tous les cas de figure, que vous soyez dans la capacité d'aller directement vers ce jeune, ou que vous soyez simplement sensible à cette souffrance, mais que vous n'ayez pas, on va dire, vous ne vous sentez pas prêt à aller directement lui parler, toujours, vous allez en parler vous-même à quelqu'un. C'est à vous trouver le soutien, vous aussi, pour pouvoir discuter de ce que vous vivez, de ce que vous avez entrevu, en tout cas dans le cadre d'un suicide. Et ça va vous permettre éventuellement d'abord d'affronter l'idée du suicide qui peut faire peur, même si vous l'avez senti, et d'autre part d'aider peut-être cette personne à trouver des ressources parallèles. La première des choses, c'est déjà, dans un premier temps, en parler à des gens à qui on a confiance. Ça peut être, quand on est un jeune avec un jeune, c'est déjà le jeune qui a entendu parler, aller parler avec ses parents. Mais quand c'est un parent, un enseignant, ça peut être un médecin, ça peut être une personne X, d'accord, c'est rapidement en parler à quelqu'un en qui on a confiance. Ensuite, ça peut être un pharmacien, ça peut être un aide-soignant, ça peut être un éducateur, ça peut être un psychologue, un psychothérapeute, un psychiatre, ça peut être une personne qui a beaucoup travaillé avec les personnes en souffrance. C'est vraiment, en réalité, des personnes soit qui ont eu l'expérience du suicide ou de la souffrance psychologique, ou des personnes d'une très grande capacité d'écoute, dans un premier temps. Dans tous les cas de figure, s'il y a eu passage à l'acte, il est évident qu'il y a consultation au niveau du psychologue et du psychiatre. Bon, évidemment, nous, en tant que Sourire de l'Aida, nous sommes aujourd'hui l'unique structure de prévention du suicide au Maroc, et nous sommes parfaitement ouverts à répondre à toute demande d'aide. Sourire de l'Aida est une structure de soutien émotionnel en ligne et sur le terrain. Alors, en ligne, dans le cadre du Stop Silence. Alors, Stop Silence est un chat écoute en double anonymat et confidentiel. Ça veut dire qu'il y a un soutien émotionnel qui est apporté aux jeunes, qui est gratuit, qui est confidentiel, qui est dans le double anonymat et qui est, par contre, c'est important de le préciser, réservé exclusivement aux mineurs. Donc on comprend bien pourquoi est-ce que c'est réservé aux mineurs, pour la simple raison que quand on est majeur, on a la possibilité de s'adresser de manière autonome à un centre de psychologie, un hôpital ou un médecin. Ce qui n'est pas le cas d'un mineur qui est en grande souffrance, qui n'a pas de possibilité de se déplacer, sauf s'il est accompagné. Stop Silence est accessible de partout dans le royaume, par Internet, il suffit d'avoir une connexion. Alors parallèlement, Sourire de l'Aida opère un travail de sensibilisation et de prévention, que ce soit dans le cadre des médias, pour pouvoir sensibiliser toute la communauté, la société sur la problématique du suicide des jeunes. Nous faisons par contre aussi de la prévention dans le cadre des établissements scolaires, publics, semi-publics ou privés, dans lesquels on intervient avec une tenue de stand et également dans des mini-conférences ou des ateliers débat avec les jeunes. Nous avons régulièrement, depuis 6 ans, une campagne qui est la campagne nationale de prévention du suicide des jeunes, tous les 5 février, qui dure à peu près une semaine. Cette campagne rentre dans le cadre de la Semaine internationale de prévention du suicide dans les pays francophones. Et elle nous permet, bien sûr, de véhiculer le message d'espoir, le message que chacun de nous peut aider, peut sauver une vie. Mais également de dire qu'il ne faut pas rester isolé dans son silence, dans sa souffrance, parce que c'est cet isolement qui peut conduire au passage à l'acte. Quand je parle de passage à l'acte, ce n'est pas seulement des actes extrêmes comme le suicide ou le crime, mais c'est également tous les autres passages à l'acte qui sont les troubles du comportement, qui sont les addictions, qui sont les fugues, qui sont les mutilations, etc. Sourire de l'Aida a commencé, enfin l'essence de Sourire de l'Aida est née dans les premières semaines de février 2009 par la présence des jeunes qui nous ont, eux, expliqué, qui nous ont initiés quelque part à cette dimension de souffrance qu'ils vivaient qui pour nous était complètement inconnue.
Alors ce groupe de jeunes a continué avec nous à travailler de manière récurrente. C'était vraiment une fois par semaine. Ils nous ont accompagnés, ils nous ont guidés, ils nous ont coachés sur ce qu'il y avait à faire et à ne pas faire pour pouvoir rentrer en contact avec la population des jeunes. Et c'est grâce à eux que, quelque part, on arrive aujourd'hui à aider les jeunes et puis qu'on est peut-être, d'une certaine manière, accepté, que nos services, ce que l'on propose est accepté. Selma et Zeynep font partie du comité de jeunes. Évidemment, ce n'est pas les mêmes jeunes que 2009, mais voilà, leur présence est absolument indispensable parce que nous sommes convaincus, et ce n'est un mystère pour personne, qu'il n'y a qu'eux qui peuvent nous parler de ce qu'ils vivent et qu'il n'y a qu'eux pour nous guider dans la manière avec laquelle on peut les aider. Nous sommes là pour mettre en place des possibilités d'un mieux-être et de moins de violence dans leur dimension de jeunesse, qui est parfois difficile à dépasser et à traverser. Nous avons conçu un guide de prévention du suicide des jeunes, que nous appelons le GPS, qui, à notre sens, doit être entre les mains de tous, qu'on soit jeune ou qu'on soit adulte, que l'on soit thérapeute ou non, éducateur ou non. Il explique en fait tout ce dont on a parlé, tout ce dont vous entendrez parler sur la prévention du suicide. C'est un peu le guide des premiers soins. Il n'en faut pas beaucoup pour sauver une vie, et c'est un petit peu ça. Donc il est téléchargeable sur notre site, il suffit de nous le demander en nous appelant à l'association. Et c'est une petite chose qu'il faut laisser traîner le plus largement possible dans des salons, dans des salles d'attente, dans des toilettes, dans des CDI, on appelle ça la bibliothèque, dans les établissements scolaires, dans les comptoirs. On ne sait jamais, on est assez étonné de savoir à quel point cela peut débugger une crise et renouer une conversation, une communication entre un jeune qui est en pensée suicidaire et son environnement.